Alors, une vidéo en relativité restreinte sur les quadrivecteurs, quantité de mouvement. Alors, notre quadrivecteur U s'exprime sous la forme d'un vecteur colonne avec des composantes spatio-temporelles qui sont gamma C, gamma Vx, gamma Vy, gamma Vz. D'accord. Avec le produit scalaire de U par U qui est égal à C carré. D'accord. Produit scalaire défini comme précédemment, suivant, qui est invariant pour transformation de Lorentz. D'accord, gamma étant égal à 1 sur racine de 1 moins V sur C au carré. Que se passe-t-il pour des vitesses très faibles devant celle de la lumière? Si V est très petit devant C, alors gamma est proche de 1, ok? Puisque c'est 1 sur racine de 1 moins bêta au carré, où bêta c'est le rapport entre V et C. Notre quadrivecteur U se met alors sous la forme C, Vx, Vy, Vz, plus ou moins. Je rappelle ici donc le produit scalaire défini comme précédemment. Produit scalaire en relativité restreinte, qui n'est pas à confondre avec le produit scalaire traditionnel dans R3. Donc le produit scalaire entre les deux quadrivecteurs A et B, donc on met, pour dire que c'est un quadrivecteur, c'est le petit underscore en dessous, donc A underscore B underscore, c'est quadrivecteur A, quadrivecteur B, est égal à la somme de ATBT, autrement dit on fait la somme composante par composante, composante spatiale, moins à ce moment-là la somme de toutes les produits scalaires composante par composante spatiale. Autrement dit, on peut mettre notre produit scalaire AB entre les deux quadrivecteurs A et B, donc sous la forme somme pour i égale 1 à 3, pour de somme de j égale 0 à 3, des états ij, a, i, b, j. Ok. État ij, en fait, ça va être notre matrice que je vais définir ici. État ij comme étant la matrice colonne, la matrice 4, 4, avec un 1 sur la première ligne, première colonne, et moins 1 sur toute la diagonale. Ça correspond effectivement à ce produit scalaire-là. Et lorsqu'on fait le produit matriciel de la matrice état ij par notre vecteur aij, on obtient bien le produit scalaire. Donc vous ferez le calcul. Donc on a 1 fois le premier élément du vecteur aib, bj, c'est-à-dire atb, moins 1 fois ax, bx, moins 1 fois ay, by, d'accord. Donc en fait, c'est cette matrice-là qui est assez utilisée dans le cadre de la relativité restreinte. Donc, alors, il y a également une convention, on appelle ça la convention d'Einstein, à droite, là, où je mets mon curseur. Lorsqu'en fait, on a une sommation d'indices répétés, on voit que I appartient à I, il est à la fois notre matrice état IJ et sur le produit AIBJ. Également pour J, à ce moment-là, on n'écrit pas la sommation, c'est une sommation implicite. Voilà, on appelle ça la convention d'Einstein. Ça simplifie les calculs si on est vraiment dans des calculs relativement lourds avec beaucoup de sommations. Donc, état IJ, AIJ. Lorsque j'écris ça, ça veut dire qu'en fait, on fait la somme sur tous les I et sur tous les J. Okay. Pour pouvoir l'écrire, il faut avoir une sommation sur l'indice qui se répète. D'accord. Donc, I se répète sur les deux termes et J se répète sur les deux termes. Ok. Donc, voilà. Donc, si on a le même indice qui se répète, c'est une sommation. Le produit scalaire entre les deux quadrivecteurs A et B est nul, implique que A et B sont orthogonaux au sens du produit scalaire qu'on a défini. D'accord? Alors maintenant, je vais prendre un exemple pour illustrer la particularité de ce produit scalaire. Donc, si on fait le produit scalaire entre les quadrivecteurs de coordonnées 0, AX, AY, AZ et le quadrivecteur de coordonnées 0, BX, BY, BZ, on va donc avoir du 0 fois 0 qui est 0, moins AXBX, moins AYBY, moins AZBZ. On veut que ce produit scalaire soit égal à 0, d'accord. Et on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas forcément des vecteurs qui sont orthogonaux. En effet, si on prend les deux quadrivecteurs de coordonnées, donc 1, 2, 0, 0 et 2, 1, 0, 0. N'oublions pas que 1 et 2 ici sont les coordonnées spatiales. On peut le représenter dans un plan comme ceci. Le vecteur B est ici, le vecteur A est là. J'ai représenté des unités, donc BA pour abscisse 2 pour ordonnée 1, et A pour abscisse 1 et pour ordonnée 2. Okay. On voit bien que ces deux vecteurs ne font pas un angle de 90 degrés ou de pi sur 2, et pour autant ils sont orthogonaux au sens du produit scalaire qu'on a défini. Okay. Donc des vecteurs orthogonaux au sens des quadrilatères ne sont pas obligatoirement orthogonaux.
Alors maintenant, je vais évoquer le principe de relativité. On va considérer en fait deux particules, une particule V1, une particule V2, qui se déplacent et qui vont rentrer en collision. En collision. Donc on s'intéresse en fait au quadrivecteur, je dirais, quantité de mouvement avant le choc et après le choc. D'accord. On s'attendrait à ce que l'on ait en relativité les identités suivantes. Autrement dit, la quantité de mouvement totale de mon système de deux particules avant le choc doit être égale à la quantité de mouvement totale de mon système après le choc. D'accord. On va s'apercevoir au contraire qu'en relativité, c'est pas le cas. Il y a une énergie de masse qui entre en jeu. Donc, on considère un référentiel grand R et un référentiel grand R'. Le référentiel grand R, c'est le référentiel de l'observateur qui est resté, par exemple, au pied de l'accélérateur de particules et qui va observer la collision entre cette particule A, qui se déplace à vitesse V à droite, et la partie B, et ces particules-là, qui se déplacent avec une vitesse V en direction de la première. Donc, elles sont opposées ces vitesses algébriquement. La masse totale du système de ces deux particules, on a notre grand M. Okay. Maintenant, on va considérer le référentiel R', qui est le référentiel de cette particule. Autrement dit, on va considérer qu'on est sur cette particule. Et donc, comme notre référentiel part de cette particule, donc la vitesse de cette particule dans mon nouveau référentiel, dans mon référentiel qui la contient, elle est nulle. Okay. Dans ce nouveau référentiel, la vitesse de ma nouvelle particule donc, va être, d'après la transformation de Lorentz, on applique Lorentz, puisque le référentiel R', eh bien, en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel R à la vitesse V, ça va être moins 2V sur 1 plus V carré sur C carré. Okay, donc, autrement dit, moins 2V sur 1 plus V, 1 plus gamma 2. Okay. Donc, puisqu'effectivement la vitesse V', ça va être V moins grand V sur 1 moins V grand V sur C carré. Et ici, on considère la vitesse algébrique, grand V, c'est moins V. Okay. Notre système va avoir donc une masse grand M. Okay. Cette masse grand M, on va considérer qu'elle se déplace à la vitesse V dans notre référentiel. Okay. Maintenant, on va s'intéresser aux quantités de mouvement. Dans le référentiel grand R, donc la masse totale de mon système, c'est la somme des masses de mes deux particules élémentaires qui vont rentrer en collision. La quantité totale de mouvement de mon système pour ma particule ici, grand V, non, la quantité totale pour ma particule, c'est M fois V, d'accord. Ici, c'est moins M fois V. Donc là, la somme des vecteurs quantité de mouvement de mes deux particules, vectoriellement, est nulle. On s'attendrait à ce que la quantité de mouvement après est égale à 0. Okay. Maintenant, si on se place dans le référentiel R' de la particule, ici, qui se déplace à droite à la vitesse V. Comme on est dans son référentiel, qui est un référentiel propre, la vitesse de cette particule dans ce référentiel, dans le référentiel de cette même particule, est nulle. On a la vitesse de ma deuxième particule qui va exprimer en fonction de ma transformation de Lorentz, qui vaut donc moins 2V sur 1 plus V carré sur C carré. Okay. Et on considère qu'effectivement, dans ce référentiel-là, la masse totale, je dirais, de notre système se déplace vers la gauche à une vitesse algébrique moins V. On va autrement dit avoir la quantité de mouvement avant le choc qui sera moins 2 fois mv sur 1 plus v carré sur c carré, et la quantité de mouvement après le choc qui sera moins m fois v, c'est-à-dire moins 2mv. Okay. Donc maintenant, on va définir un peu plus formellement ce vecteur quantité de mouvement, et on va voir qu'il nous apporte des informations sur l'énergie relativiste des particules. Alors, donc on considère notre quadrivecteur P, quantité de mouvement, qui est le produit de la masse M multiplié par le quadrivecteur U, avec un underscore pour dire que c'est bien un quadrivecteur. Dans le système de coordonnées spatio-temporelles, notre quadrivecteur P va s'écrire sous la forme gamma MC. Je rappelle que gamma ici, c'est toujours le même coefficient, c'est 1 sur racine de 1 moins bêta 2, où bêta, c'est le rapport entre la vitesse de mon nouveau référentiel, si la particule divisée par la vitesse de la lumière. La deuxième coordonnée, c'est gamma mvx, troisième gamma mvy, quatrième gamma mvz. Okay, donc on a une première coordonnée de type temporel et les autres coordonnées sont des coordonnées spatiales. Dans
je dirais, en mécanique relativiste, avec la définition de ce nouveau vecteur quantité de mouvement, qui est cette fois-ci quantité de mouvement, un vecteur quantité de mouvement quadrivecteur, on va avoir conservation du moment. On va avoir conservation de la quantité de mouvement. Et donc on aura que P underscore avant qui est égal à P underscore après, et le quadrivecteur quantité de mouvement P' avant va être égal à P' après. Que l'on exprime cette quantité de mouvement dans le référentiel grand R, ou que l'on exprime dans le référentiel R' de la particule qui est en translation rectiligne de vitesse V par rapport à mon référentiel grand R. Ok. Donc, on effectue le produit scalaire au sens du produit scalaire qu'on a défini précédemment dans les précédentes vidéos, qui est le produit scalaire en mécanique relativiste, qui laisse invariante la transformation de Lorentz par changement de référentiel. Et on va voir donc, le produit du quadrivecteur quantité de mouvement par lui-même va être égal à gamma au carré m carré, fois c carré, ok, moins gamma carré m carré fois la somme de toutes les vx carré, vy carré plus vz carré, ok. Vx carré plus vy carré plus vz carré, c'est la vitesse au carré. Donc là, j'ai rappelé effectivement les paramètres relativistes qu'il faut connaître par cœur. Maintenant, vous devez les connaître par cœur, je pense. Bêta est égal à v sur c, et gamma au carré, c'est 1 sur 1 moins v carré sur c carré. Autrement dit, on peut mettre notre quadrivecteur, le produit de notre quadrivecteur par lui-même, sous la forme gamma carré m carré, facteur de c carré moins v carré. Autrement dit, je sors le c carré je sors le c carré, et on l'a sous la forme gamma carré m carré c carré, facteur de 1 moins v carré sur c carré. Ok. Or, gamma carré, c'est 1 sur 1 moins v carré sur c carré. Et donc, on a une simplification du produit scalaire de notre quadrivecteur avec lui-même qui devient m carré c carré. Autrement dit, la norme de notre... J'ai oublié un underscore ici, mais bon, je l'ai répété ici. La norme de notre quadrivecteur quantité de mouvement en mécanique relativiste va être égale à m fois c. C étant la célérité de la lumière. Ok. Donc maintenant qu'on a défini donc cette quantité de mouvement en relativité restreinte, on peut déterminer ce que l'on appelle l'énergie relativiste d'une particule. Okay. Donc l'énergie relativiste de la particule va être définie comme suit. Donc notre vecteur quantité de mouvement, notre quadrivecteur quantité de mouvement, donc s'exprime toujours sous la forme gamma mc, gamma mvx, gamma mvy, gamma mvz, d'accord. On peut considérer l'énergie de la particule relativiste puisque ce vecteur quantité de mouvement, la composante temporelle de notre vecteur quantité de mouvement ici, va se mettre sous la forme E sur C, peut se mettre sous la forme gamma mc. Ok. Donc, on va définir en fait l'énergie de notre particule relativiste comme étant égale à gamma mc carré. Donc, la formule fameuse d'Einstein, à ceci près que on oublie dans la vulgarisation le facteur gamma précédemment, qui est égal à 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Ok. On vérifie bien que E a les dimensions d'une énergie, puisque MC carré, c'est des joules. Une énergie C, c'est une vitesse. Bon, c'est comme une énergie cinétique, on va dire. C'est pas une énergie cinétique, mais ça a la dimension d'une énergie cinétique, demi de MV2. Donc ça a du sens, surtout que gamma est adimensionné. Ok. Puisque gamma, c'est un rapport c'est un nombre qui fait intervenir juste un rapport de vitesse. 1 sur racine de 1 moins V sur C, tout carré. Donc on a bien une énergie au sens dimensionnel du terme. Ok. Ce sera en mécanique en relativité restreinte l'énergie effectivement d'une particule qui se déplace, on va dire, à une vitesse v par rapport à un référentiel inertiel au repos. Que se passe-t-il pour cette énergie justement cette énergie lorsque on est sur des vitesses très très inférieures à celles de la lumière. Ok. Alors, donc, j'ai explicité ici le paramètre gamma. On a donc notre énergie qui se met sous la forme mc carré fois 1 moins v carré sur c carré à la puissance moins 1,5. Ce terme-là, comme v sur c est très petit devant 1, on peut faire un développement limité à l'ordre 1. On sait que 1 plus u à la puissance alpha, c'est à peu près au premier ordre 1 plus alpha u. Lorsque u est très petit, tend vers 0. Donc, au premier ordre, cette énergie peut se mettre sous la forme mc carré fois 1 plus u. Donc, u, c'est moins 1,5. On a du moins 1 avec du moins 1. Donc, ça fait du plus. Donc, c'est égal à mc carré facteur de 1 plus 1,5 de V2 sur C2. Plus des termes d'ordre négligeable. Autrement dit,
et c'est là que ça devient intéressant, l'énergie de notre particule en mécanique relativiste va être la somme en fait de deux termes, un terme constant qui est égal à mc carré, et un terme qui est l'expression habituelle de l'énergie cinétique telle qu'on la connaît en mécanique non relativiste, autrement dit un demi de mv carré. Donc, on sait par ailleurs que l'énergie, on peut toujours la définir à une constante additive près, et que nous, ce qu'on détecte par l'expérience, c'est des variations d'énergie. Ok. Donc bon, à ce stade, le terme constant, on va dire qu'il est assez inutile, il ne nous donne pas une information conséquente, puisque ce terme est constant, la vitesse de lumière elle est constante, mc carré est constant, ce qui varie, c'est v. Donc l'énergie, elle va être fonction de la vitesse de notre particule dans notre référentiel inertiel originel. Ok. Mais cette énergie se met sous cette forme-là pour des vitesses inférieures largement à la vitesse de la lumière. Donc, on va pouvoir réécrire, je dirais, nos équations et donner un sens physique au terme relativiste de la manière suivante. Donc, avec notre quadrivecteur P, qui est toujours égal pour sa composante temporelle gamma mc, gamma mvx, gamma mvy et gamma mvz, on va avoir en fait une composante temporelle qui va être 2 gamma mc, ok, puisque c'est la composante temporelle du quadrivecteur quantité de mouvement avant le choc. Ok, on somme la quantité de mouvement de nos deux particules pour avoir la quantité de mouvement totale du système. Algébriquement, elles se somment. Donc, après le choc, donc on a une particule de masse totale grand M. Que vaut le gamma de cette particule dans le référentiel initial inertiel au repos grand R. Si gamma est égal à 1, car la vitesse de notre particule est égale à 0, ok, gamma c'est 1 sur racine de 1 moins v sur c au carré, si v est égal à 0, gamma est égal à 1, et la masse totale de notre système est égale à grand M, c'est égal 2 fois la masse de nos particules. Autrement dit, comme il y a conservation de la quantité de mouvement pour des quadrivecteurs, on peut donc écrire l'identité de gamma mc est égal à grand MC. Grand MC étant la composante temporelle du quadrivecteur quantité de mouvement après le choc. Okay, on simplifie par la vitesse de la lumière et on obtient donc que 2 fois gamma fois m est égal à grand M. Autrement dit, la masse totale après le choc n'est pas identique à la somme des masses initiales. Il y a un facteur gamma multiplicatif qui intervient ici. Okay, donc la masse est modifiée au cours de la transformation en mécanique relativiste. La masse n'est pas conservative. Ok, en relativité. Alors, par ailleurs, un demi de mv2 est associé à l'énergie à laquelle se déplace la particule. mc carré, c'est la partie qui dépend dans l'énergie de la quantité de masse, m. Donc en relativité, on peut transformer une énergie en masse de type mc2 en énergie cinétique et vice-versa. Donc on va définir en fait en mécanique relativiste, c'est une définition qui a tout son sens par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment, comme étant l'énergie de masse en relativité. Donc mc carré, ça va être par définition l'énergie de masse. Ok, donc on réécrira l'énergie, en fait ça c'est un jeu d'écriture, l'énergie on peut la mettre donc sous la forme de mc carré, notre énergie de masse, plus gamma moins 1 mc carré, puisque E est égal à gamma mc carré, c'est un jeu d'écriture qui fait intervenir notre masse initiale, puisqu'en fait on a un changement de masse à travers le paramètre gamma. L'énergie c'est gamma mc carré. Donc en fait, on sépare cette énergie en deux, en une énergie de masse dont on a défini la valeur à mc carré, et en une énergie cinétique relativiste cette fois-ci. Okay, cette énergie cinétique relativiste, elle s'exprime en fonction du vecteur gamma, qui est égal à gamma moins 1 mc carré. On voit bien que lorsque la vitesse est égale à quand la vitesse est très négligeable devant une vitesse de la lumière, gamma est égal à 1, et donc notre énergie cinétique relativiste est très faible. Elle est quasiment égale à 0. Autrement dit, l'énergie cinétique relativiste prend du sens et a une valeur non nulle, on va dire, lorsqu'on est à des valeurs de la vitesse de notre particule très proche de la vitesse de la lumière. Ok, voilà. Donc maintenant, on va faire une application pratique de ce qui a été dit d'un point de vue théorique. Donc les réactions nucléaires, effectivement, sont des réactions où la masse ne se conserve pas. Donc si par exemple on met en commun deux particules de même masse après collision, on aura que la masse totale après collision sera inférieure à la masse initiale.
Donc je prends l'exemple du proton et de l'électron qui forment donc lorsqu'ils entrent en collision un atome d'hydrogène, la masse de l'hydrogène n'est pas égale à la somme des masses du proton et de l'électron. Il y a une différence donnée par l'énergie de liaison proton-électron. Effectivement, on peut même la quantifier, elle a été quantifiée en labo, cette énergie. Et on a effectivement que la masse de l'hydrogène moins la masse du proton moins la masse de l'électron est à peu près égale à 13,6 électronvolts divisé par C au carré. Donc, quand l'atome d'hydrogène est dans son état fondamental. Okay, on vérifie bien que ce terme-là est une masse, hein, puisque d'un point de vue dimensionnel, des joules d'électronvolts, c'est des joules. On divise par des mètres secondes moins 1 au carré, on obtient bien quelque chose qui est à la dimension d'une masse. Donc, le simple fait d'utiliser des électronvolts pour déterminer des masses nous dit que effectivement nous permet de nous appuyer, nous dit qu'on s'appuie sur l'équivalence entre la masse et l'énergie en relativité restreinte. Okay, lorsque on détermine une énergie de masse pour l'électron de 511 kV et une énergie de masse, on va dire même pour le proton, de 938 mégaélectronvolts. Donc l'énergie de masse du proton est 2000 fois plus conséquente, on va dire, que l'énergie de masse même de l'électron. Le fait que l'électron soit lié au proton change la masse du tout de cette quantité-là. Donc ça représente quoi? Ça représente à peu près 1 milliardième de la masse, de la masse, de l'énergie de masse qui entre en jeu dans la collision des deux particules. Donc le fait que l'électron soit lié au proton détermine la masse en valeur relative de l'ordre du milliardième. Donc c'est très petit. Il peut se produire ainsi en réaction nucléaire d'un phénomène opposé. On peut avoir aussi la mise en commun de 4 atomes, 4 noyaux d'hydrogène pour former des noyaux plus lourds, notamment le deutérium, qui correspond, je le rappelle, à 2 noyaux d'hydrogène. Donc 4 noyaux d'hydrogène plus un noyau d'hélium. En collision, en fusion nucléaire, la masse obtenue est diminuée de 4% sur la masse totale. Et quand on se demande combien ça fait en termes d'énergie, cette masse obtenue, donc si vous prenez 1 kg d'hydrogène, ça fait effectivement pas mal. Donc en termes d'ordre de grandeur, on va chercher à convertir une masse en énergie de masse, puisqu'on a donc équivalence autrement avec notre formule E égale gamma mc au carré, hein, la fameuse formule d'Einstein dont on oublie d'un point de vue vulgarisation le facteur gamma avant. Donc si on prend 1 kg de masse, mc au carré, ça va être égal à 10 puissance 17 joules. Alors pour avoir un ordre de grandeur de ce que c'est que 10 puissance 17 joules, on va prendre un niveau énergétique unanimement, je dirais, utilisé. C'est la tonne équivalent pétrole, TEP, qui est l'énergie qu'on obtient en faisant brûler une tonne de pétrole. Donc la tonne équivalent pétrole, donc l'énergie qu'on obtient en faisant brûler une tonne de pétrole, c'est à peu près de l'ordre de 40 gigajoules, 10 puissance 9 joules. Okay, donc si on fait le rapport entre cette énergie de masse de 1 kg, donc l'énergie que contient 1 kg de matière, donc 10 puissance 17 sur la tonne équivalent pétrole, on a du 10 puissance 17 sur du 4 fois 10 puissance 9, autrement dit c'est 2,5 fois 10 puissance 6 tonnes équivalent pétrole, ce qui est énorme. Donc l'énergie qui est contenue dans 1 kg de masse est complètement énorme. Donc cela fait à peu près 2 millions de tonnes de pétrole avec 1 kg de matière seulement. Donc l'équivalent énergétique d'un kilogramme de matière, c'est 2,5 millions de tonnes de pétrole. Donc le problème, c'est l'extraction évidemment de cette énergie, qui est une source potentielle donc d'énergie. Donc c'est ce qu'on obtiendrait donc si on arrive à transformer intégralement cette masse en énergie à travers l'équation E égale mc carré plus gamma moins 1 mc carré. Donc ça représente en fait l'extension relativiste de notre particule relativiste. Donc si mon système est au repos, ben, gamma est égal à 1 puisque V est égal à 0, ok, et il reste mon énergie de masse. L'énergie de masse, donc c'est mc carré, c'est l'énergie qu'a le système indépendamment du fait qu'il bouge ou pas. Donc c'est l'énergie stockée à l'intérieur du système. Il y a effectivement des recherches actives qui sont faites aujourd'hui sur la fusion d'hydrogène. Sur la fusion, l'hydrogène est partout dans l'univers et c'est pas le plus facile à fusionner. Donc les fusions d'hydrogène, il y en a au niveau du Soleil, hein, mais par exemple le deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène, qui est stable, il est dans une petite proportion dans les molécules d'eau. Il y en a des molécules qui ne sont pas du H2O, et qui remplacent en fait un atome d'hydrogène par un atome d'oxygène, et par un atome de deutérium, pardon. D'accord. Donc, pour donner un ordre de grandeur, dans 1 mètre cube d'eau, il y a à peu près 700 tonnes équivalent pétrole.
Donc, c'est la fusion pour faire de l'hélium. Si on prend tout le deutérium qui est dans les océans, on arrive à produire l'énergie dont on a besoin aujourd'hui dans le monde pendant 100 millions d'années. C'est quand même extraordinaire. Donc ça, c'est juste dû au fait qu'en fusionnant, on arrive à récupérer à peu près 4% de l'énergie de masse. Donc la question, bien évidemment, qui va se poser, qui se pose aux scientifiques, c'est un défi pour les siècles à venir, je dirais, c'est peut-on récupérer toute l'énergie de masse? Donc il y a des réactions qui existent. On parle de l'annihilation. Je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler d'annihilation. Donc on annihile. Il y a des circonstances où vous pouvez en fait vous pouvez vous prenez de la matière, vous mettez autre chose ensemble, ça va disparaître pour donner du plus de l'énergie. Donc cette autre chose, en fait, ça s'appelle communément l'antimatière. Je rappelle que l'antimatière date de 1930, donc ça va faire quasiment un siècle que, d'un point de vue théorique, le concept d'antimatière existe et au jour d'aujourd'hui, il est accepté par, je dirais, une immense majorité de la communauté scientifique des physiciens du monde. Il existe d'autres particules qui ont des propriétés proches de celles qu'on connaît. Donc celles qu'on connaît, c'est protons, électrons, neutrons, mais ces particules ont des propriétés, donc certaines propriétés opposées, dont notamment la charge électrique. Donc je prends l'exemple ici du positron, qui est l'opposé, je dirais, de l'électron, sauf qu'il a un spin et il a une charge opposée. Donc lorsque vous prenez un électron qui rentre en collision avec un positron, eh ben, tout ça, ça s'annihile et ça produit de la lumière, puisqu'il y a une formation de photons. Ok, c'est quand même extraordinaire. Donc qui ont la même énergie, du coup, 2 fois mc au carré de l'électron. Donc en astronomie, ça joue un rôle important. Quand on regarde le ciel, on observe donc des rayons X qui ont exactement l'énergie des électrons. On parle de 511 kV, car dans l'univers, il y a des endroits relativement concentrés en positrons, donc qui sont, on va le dire, des anti-électrons. Ces positrons vont vivre jusqu'à ce qu'ils rencontrent un électron. Quand ils s'annihilent, ça va faire de la lumière. Et cette lumière a du coup exactement cette énergie-là. Et on l'observe comme une raie dans un spectre de rayons X. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la raie d'annihilation des positrons. Donc l'impossibilité industrielle aujourd'hui de réaliser ce type d'expérience en laboratoire et surtout on n'a pas de source d'antimatière qui soit gratuite. On arrive à faire de l'antimatière certes, mais pour la former il faut apporter une quantité d'énergie considérable. À ce jour ça coûte beaucoup d'énergie effectivement pour produire l'antimatière, car on peut la produire, et quand on l'annihile, ben, tout ce qu'on fait c'est récupérer cette énergie qu'on a dépensée pour pouvoir réaliser cette collision entre le positron et l'électron. Donc autour de Soleil, il y a des éruptions solaires. Vous avez dans les éruptions solaires des positrons qui sont créés. Voilà, on verra certainement dans un complément l'équivalence masse-énergie, probablement dans une prochaine vidéo. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne.